Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis un ami de l'enchaîneur nébulaire qui m'a demandé si je voulais traiter le sujet de Saint Seiya épisode G, sachant que lui n'avait jamais eu l'envie de se plonger dans cette œuvre, ce que je peux comprendre étant donné son aspect particulier. Et j'ai répondu oui, et même avec plaisir. Pour me présenter rapidement, je suis fan de Saint Seiya depuis plus de 30 ans. Vous m'avez sans doute croisé sur des forums il y a quelques années sous le nom de Vincent sans pseudo. Par ailleurs, je suis le webmaster du site Le Script du Sanctuaire, et j'ai également travaillé sur le scénario et les dialogues de certaines fan BD de Oov, notamment et All Chapter. Le contexte. Nous sommes en 2002. C'est le revival de la licence Saint Seiya avec la diffusion des OAV Hades. Afin de profiter de ce nouveau souffle, Masami Kurumada propose la création d'un manga dérivé de son œuvre, et c'est ainsi que débute fin 2002 la prépublication de Saint Seiya épisode G dans le magazine Champion Red de l'éditeur Akita Shoten. C'est la première série dérivée de Saint Seiya, si on exclut le roman Gigantomachia que tout le monde a déjà oublié. Et paradoxalement, c'est de loin l'œuvre qui se permet le plus de liberté par rapport au support original. Je serais aussi tenté de dire que c'est celle qui divise le plus les fans, mais dans le monde des fans de Saint Seiya, chaque œuvre fait polémique alors. Cette prise de liberté est certainement due au fait que Megumu Okada, l'auteur de ce spin-off, est loin d'être un débutant, contrairement aux autrices de Lost Canva et Saint Yasho par exemple. Il a déjà réalisé plusieurs mangas, dont un, Shadow Skill, a même été porté en animé. Et force est de reconnaître que son style graphique est le plus étrange qu'on puisse voir sur du Saint Seiya officiel, mais on y reviendra. Les bases de l'histoire. Saint Seiya épisode G, qu'est-ce que ça raconte? Le G, c'est pour Gold, car le manga va se concentrer sur les Saints d'Or, même si dans les faits, l'histoire sera surtout axée sur Ayolia, mais aussi sur Ayolia. Okada justifie sa mise en avant du fait que la foudre qu'il invoque dans ses attaques serait un héritage de Zeus lui-même, l'amenant à avoir un rôle tout à fait particulier dans l'intrigue. L'histoire se déroule donc en 1979, c'est-à-dire à mi-chemin entre le sacrifice d'Aiolos pour sauver Athéna en 1973 et le début du manga d'origine en 1986. On y retrouve un Aiolia à la fois rebelle face au pop et ses congénères et torturé par la trahison de son frère. Il est accompagné de son serviteur, un certain Galan, borgne et manchot et ancien ami d'Aiolos. Le récit. Dans les premiers chapitres, Ayolia est envoyé en mission pour neutraliser un exilé du sanctuaire qui veut faire exploser une centrale nucléaire, un scénario qui a de quoi surprendre les fans de l'univers. Mais dès le chapitre suivant, on revient à une intrigue un peu plus dans le ton de l'œuvre, avec un homme qui s'est transformé en géant de pierre et détruit tout sur son passage. Après l'avoir vaincu, Ayolia prend sous son aile l'enfant qu'il laisse derrière lui, une jeune fille appelée Lithos. Elle et Galan seront les deux compagnons d'Ayolia durant toute l'histoire, faisant office de famille de substitution. Après ces quelques premiers chapitres qui ressemblent presque à des fillers, l'histoire principale se dévoile. On apprend que sous la statue d'Athéna se trouve le Mégas Drepanon, une arme divine en forme de faux que les titans veulent récupérer pour amener à la vie leur roi Chronos. Hyperion, le premier d'entre eux, fait son entrée au sanctuaire, mais Ayolia s'interpose et un combat titanesque, permettez-moi l'expression, débute. Malgré sa puissance divine, les titans décident de se retirer face à la volonté sans borne du jeune saint. Le réveil des titans est orchestré par Pontos, le dieu primordial associé au flot originel. Pontos ramène les titans à la vie un à un, chacun ou presque combattant un saint d'or, les duels se terminant généralement en match nul. Les titans parviennent enfin à libérer Chronos, mais celui-ci est devenu un enfant amnésique. Suite à ça, Lithos, la protégée d'Ayolia, est capturée par les titans, comme c'est original. Et Ayolia se rend alors au Chronos Labyrinthos, la demeure des titans aux enfers, pour la libérer. En parallèle, Chronos se sert de l'Adamas Psamos, un sablier géant fait de diamants, pour provoquer une lente régression de la Terre jusqu'à l'âge préhistorique. Ayolia est rejoint dans la demeure des ennemis par ses frères d'armes, et les combats s'enchaînent. Les Saints d'Or sont victorieux, mais Pontos révèle ses cartes. Il avait prévu depuis le début la défaite des titans, dont l'énergie de chaque mort est transmise à la déesse Gaïa qu'il tente de ressusciter. L'histoire se termine par un combat entre Ayolia et Chronos, qui a récupéré sa mémoire et ses pouvoirs. Mais la défaite du roi des titans signifie la défaite de Pontos, qui jure néanmoins de ne pas en rester là. Les chapitres spéciaux.
Je vous ai donc parlé de l'histoire principale, mais il faut également parler des interludes. En effet, des chapitres spéciaux sont ajoutés au début des volumes reliés. Ils sont en couleur et incorporent parfois même des pages dépliantes pour proposer des illustrations s'étalant sur 3 ou 4 pages. Ces chapitres dévoilent des scènes diverses telles que la survie de Doko et Sion à la fin de la précédente guerre sainte, Saga confronté à des esprits dans son temple, Aeolia combattant un dieu égyptien, Kanon devenant dragon des mers, etc. Mais rapidement, Okada abandonne ses idées qui faisaient pourtant le bonheur des fans pour de simples pages couleurs du combat en cours. Par ailleurs, parallèlement au volume 14 sort un numéro spécial, le volume 0. Il est constitué pour moitié d'une histoire mettant en scène Aiolos qui combat le dieu Apophis en Égypte, événement qui serait à l'origine de l'éveil de Pontos et donc le point de départ de toute l'intrigue d'épisode G. L'autre moitié du volume est une encyclopédie contenant des fiches des personnages, des attaques et des combats, ainsi qu'un glossaire. Mais étant donné la sortie de ces fiches, elle ne porte que sur les 13 premiers volumes de l'œuvre et il n'y aura par la suite aucune autre encyclopédie pour compléter les 7 volumes restants. Le scénario. Le scénario d'Okada est particulièrement complexe, certains diraient même inutilement complexe tant on se demande s'il sait où il va. En effet, il ajoute de nombreuses intrigues au cours de l'histoire. Par exemple, à partir du volume 3, Pontos invoque en plus des titans un clan de 9 géants qui n'ont rien à voir avec ceux de la gigantomachie, mais portent des noms tels que Lave Pourpre, Flamme Bleue, Lame Grise. Puis le dieu ramène aussi des monstres de l'époque mythologique tels que le Minotaure ou la Gorgone Euryalé, autant d'adversaires supplémentaires qui ne mettront jamais l'un des Saints d'or en difficulté bien sûr. Ou encore, Okada introduit un certain Retsu, saint de bronze du lynx, présenté comme le successeur d'Aeolia, qui par la suite ne fera qu'une ou deux apparitions pas loin de la figuration. Autant de sous-intrigues qui laissent penser que l'auteur souhaite prolonger son histoire, pourtant la série se termine au volume 20 en laissant un énorme goût d'inachevé. Que sont devenus les Titanides, qui n'ont presque pas combattu? Que devient Pontos et ses acolytes, Prométhée ainsi que ce mystérieux personnage que les fans appellent Monsieur E? On ne sait pas. Il faut préciser que vers la fin du manga, alors que le combat final entre Aeolia et Chronos avait commencé, l'auteur a fait 2 pauses dans la publication de ses chapitres, chacune de presque 2 ans. Et la communication japonaise étant ce qu'elle est, on n'a jamais su la raison de ces délais, même aujourd'hui. Cela laisse penser qu'il a dû précipiter la fin de son œuvre contre son gré, mais cette hypothèse sera contredite par la suite, mais on y reviendra. Par ailleurs, les promesses que l'œuvre semblait faire ne sont pas tenues. En effet, cet épisode Gold concerne presque exclusivement Aeolia, qui a le droit à une quinzaine de combats, certains de plusieurs volumes, tandis que Shura, le mieux loti des autres, en livre 5, et les autres pas plus de 2 ou 3. Et certains Saints d'or n'affrontent même pas de titans. Si on regarde les œuvres précédentes d'Okada, notamment Shadowskill, on comprend qu'il est plus à l'aise avec les héros solitaires qu'avec un groupe de personnages. Une autre critique du style d'Okada est qu'il rédige des dialogues assez lourds et pompeux, et ce n'est pas un problème de traduction, même les fans capables de lire le japonais le disent. Il y a aussi des éléments dans son style qui ne sont ni bons ni mauvais, mais assez déroutants en comparaison de l'œuvre d'origine. Par exemple, il aime bien ajouter des tranches de vie et des détails très terre-à-terre. Shaka qui boit du thé dans un service en porcelaine, Aeolia qui se teint les cheveux pour ne pas ressembler à son frère, etc. Il se permet aussi un humour très différent de celui de Kurumada, avec des personnages déformés lorsqu'il s'énerve. Il prend modèle sur la version manga de Saint Seiya, mais n'hésite pas à faire des clins d'œil à la version animée quand il le veut. Ainsi, Athéna a les cheveux roses et non bruns. Mais il justifiera ça plus tard en disant qu'il change de couleur lorsque sa nature divine l'investit. Ou alors Saga qui revêt la tenue rouge du pop de l'animé en expliquant qu'il endosse désormais le titre de dieu de la guerre Arès. Mais Okada a également d'indéniables qualités en termes de récit, notamment lors des combats qu'il sait rendre palpitants. Par exemple, il sait exploiter certains détails matériels pour alimenter les affrontements. Aeolia qui retire la moitié de son armure pour protéger des innocents lors de son combat contre Hyperion, les ailes d'Aiolos qui apparaissent pour lui redonner courage, le bras de Galan qui vient symboliquement lui porter secours lorsque le sien est rendu inopérant par le dynamisme de Pontos, son casque qu'il avait abandonné sur la tombe de son frère pour se punir de ne pas l'avoir protégé et qu'il finit par porter de nouveau au volume 15. Le graphisme. Sur le plan graphique, c'est également très particulier, au point de rebuter de nombreux fans, y compris un certain youtubeur. Okada a un style très léché et qui fourmille de détails. Regardez ses armures dont chaque pièce est couverte de gravures. D'ailleurs, il n'a pas hésité à totalement remanier les designs originels. Mais sa façon de dessiner les personnages est tellement éloignée du style de Kurumada qu'on peine bien souvent à reconnaître les personnages. Sans compter leur anatomie qui est parfois proche de maladive. Et quand je disais que ça fourmille de détails, c'est parfois plus proche du gros bordel. Regardez par exemple cette page. Et ce n'est pas un accident, c'est voulu de la part d'Okada qui s'arrange généralement pour que le visage du personnage ne soit pas visible, alors que c'est le premier repère pour que l'œil du lecteur identifie la position d'un corps, et en plus, il embrouille l'ensemble avec des débris, des effluves d'énergie et des onomatopées gigantesques. Il n'hésite pas non plus à changer la proportion des personnages pour symboliser leurs relations, par exemple si l'un joue le rôle d'un père de substitution ou d'un protecteur. Toutefois, son style passe beaucoup mieux en couleur dans les pages spéciales. Magistral.
Pour ce qui est des combats, Okada s'affaire dans le magistral, en ne se fixant aucune limite. Les héros combattent des géants, des monstres, des entités démesurées, des titans capables d'absorber l'énergie de planètes entières. Rien que le choix de ses adversaires, censés être au niveau des dieux de l'Olympe, en dit long sur la vision d'Okada. D'ailleurs, il n'hésite pas à attribuer à Aeolia une attaque inédite, le Photon Burst, qui est une véritable désintégration à l'échelle atomique, au risque de créer des incohérences avec le manga d'origine. Les combats peuvent s'étaler sur plusieurs volumes. De même, certaines images, comme celle de la précédente guerre sainte, en ont fait rêver plus d'un. Enfin une guerre qui ressemble à une guerre. Très souvent, les attaques prennent une double page qui, contrairement à celle de Kurumada où le personnage attaquant prend presque toute la place, chez Okada, il est bien plus petit pour montrer la démesure des attaques portées. Autre exemple, Aiolos, bien que mort, apparaît de nombreuses reprises, dans une armure revisitée et couverte de gemmes, les ailes démesurées, déployées comme celles d'un ange dont il semble tenir le rôle dans l'histoire. Bref, difficile de faire plus grand et plus magistral. Difficile ? Okada va pourtant nous prouver qu'il peut aller encore plus loin. Saint Seiya épisode G, Assassin. La suite, car oui, contre toute attente, il y a une suite à épisode G. Après 2 pauses de 2 ans et une fin bâclée, tout le monde pensait que le travail d'Okada sur Saint Seiya était enterré pour de bon. Mais non. Quelques mois après la fin d'épisode G débute Saint Seiya épisode G, Assassin, un spin-off de spin-off qui comptera au final 16 volumes. Et ceux qui trouvaient que Okada prenait trop de liberté par rapport aux matériaux de base vont comprendre le sens de l'expression what the fuck. L'histoire commence à Tokyo, où Aeolia est envoyée pour retrouver Shura, qui a quitté le sanctuaire sans permission. Ce dernier sauve une jeune fille appelée Yoshino des griffes d'une créature qu'on apprendra plus tard être un sans-visage, qu'il bat facilement avant d'être rejoint par son poursuivant. Aeolia apprend alors que Shura a agi conformément aux indications de Kokuto, un étrange hibou qui se tient sur son épaule et qui dispenserait les oracles d'Athéna. Un combat entre les deux saints d'or débute lorsque le hibou détecte l'arrivée d'un guerrier dont l'épée se change en armure. C'est Lancelot, le chevalier de la table ronde lui-même, qui en veut personnellement à Shura, le détenteur d'Excalibur. Il dit être l'un des gladiateurs qui participerait à une guerre globale dont le but serait de déterminer l'épée la plus puissante. Dès les premières pages, les lecteurs tiltent sur un détail étrange. Les personnages utilisent des smartphones et des tablettes, et leur tenue vestimentaire ne semble pas correspondre aux années 70-80, mais plus aux années 2010. Okada se serait-il égaré ? Pourtant, l'auteur répond sur Twitter que non. En effet, on découvre bientôt que nos deux héros ont été transportés dans un monde parallèle et à une autre époque, la nôtre. L'autre surprise, c'est que le héros n'est plus Aeolia, mais Shura lui-même. Celui-ci avait eu un rôle plus important que les autres saints d'or dans Saint Seiya épisode G, et cette fois, l'auteur confirme son attachement particulier pour ce personnage, justifiant sa mise en avant du fait qu'il dispose d'Excalibur, ce qui lui confère un rôle majeur au sein de la guerre des épées. Une autre nouveauté est qu'à l'exception des 3 premiers chapitres, le manga est désormais publié en ligne sur le site mangacross.jp. Et tout en couleur, ce qui aidera à la lisibilité des planches d'Okada, qui n'est vraiment pas fait pour le noir et blanc, sans pour autant résoudre totalement le problème, car ces doubles pages restent difficiles à déchiffrer. Mais ce n'est que le début des surprises. L'histoire de ce manga est tellement complexe que j'ignore comment vous la résumer. Pour faire court, on apprend que les gladiateurs, tout comme les sans-visages, sont envoyés par le sanctuaire d'une autre dimension appelée le Lost World, avec à sa tête Aiolos, dont le destin serait si différent dans cet univers qu'il aurait sombré du mauvais côté et serait devenu surpuissant. En effet, dans cette dimension, le dieu Zeus aurait pris possession du corps de son frère, Aeolia, l'obligeant à le tuer de ses propres mains. Alors il aurait connecté son monde au nôtre afin de réécrire l'histoire. Voilà. Je vous passe les détails d'Athéna réincarnée dans le corps de 2 jumelles, du sanctuaire du Lost World qui a rétabli l'usage des armes, de la pratique de la danse capable de soigner les gladiateurs, du hibou qui serait en fait Athéna ou Saga, ou je sais pas trop, d'un mystérieux gladiateur guérisseur nommé Paracels qui ne prend pas part au combat, de saints d'or ressuscités qui choisissent un camp ou un autre au moment de revenir à la vie, de failles temporelles, etc. On sent que dans cette histoire, Okada ne se met aucune limite. Mais vraiment aucune. Il se permet notamment de faire intervenir n'importe quel personnage ou élément de la licence. Je peux vous citer par exemple Radamante, Tatsumi, Jabu, Marine, June, Poséidon, Destol, Ichi, Isaac avec l'armure du cygne, Aphrodite des poissons sous les traits d'une femme, Iso du Capricorne en maître vieillissant de Shura, Xion avec les yeux bandés et des mains artificielles, une Esmeralda alternative maléfique, un Shun alternatif ayant fusionné avec Hadès, Kanon en grand pop, Aldébaran et Shaina en parents adoptifs de Yoshino, Seiya revêtant l'armure de la déesse Amaterasu, etc. En fait, l'histoire se découpe en petits arcs qui permettent à chacun d'avoir un rôle à jouer. Il s'agit souvent de combattre un nouveau gladiateur, mais parfois l'objectif est plus global, comme refermer la porte des enfers ou empêcher l'attaque de la planète du Lost World sur la nôtre.
Et pour le coup, les temps de présence sont bien mieux répartis que dans épisode G, car cette fois le héros, à savoir Shura, ne concentre pas toute l'attention sur lui. On a même tendance à oublier que c'est lui le personnage principal, tant il y a d'autres intervenants de renom qui ont tous leur moment de gloire. Puisque l'intrigue se passe à notre époque et dans des villes, Okada en profite pour offrir les tenues les plus variées aux protagonistes, ceux qui changent de l'éternel débardeur rouge de Seiya. Et il s'amuse aussi à les mettre dans des situations de la vie de tous les jours, comme Shura qui porte des lunettes, Deathmask qui fume, Aldébaran qui parle de cuisine, Yoga qui devient barman, etc. Quant au décor, bien souvent ce sont des photos colorisées, ce qui donne un aspect à la fois réaliste et étrange à ces planches. L'histoire, en plus d'être incompréhensible, ne donne aucun élément de suite par rapport à épisode G. Le seul lien qu'on y retrouve, assez subtil, serait que le Aiolos alternatif aurait sombré du mauvais côté après avoir été baigné dans un flot noir, autrement dit Pontos, sans qu'on en sache plus. À la fin du manga, Aiolia se retrouve possédé par Zeus lui-même, tout comme ça s'était produit dans le Lost World, et Shura parvient à extraire le dieu de son corps, détruisant par là même le lien entre les deux mondes et rétablissant la temporalité, mais laissant une fois de plus beaucoup d'éléments sans réponse. Saint Seiya épisode G Requiem. Cette fois, Okada annonce d'emblée qu'il y aura une suite, Saint Seiya épisode G Requiem, qui constituera la troisième et dernière partie de son œuvre. Celle-ci sera également prépubliée en ligne sur Manga Cross, toujours en couleur bien sûr. Comme on pouvait s'y attendre, cette nouvelle histoire débute dans un contexte encore totalement différent. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique où une pluie de feu semble avoir détruit toute vie sur Terre. Seul Seiya a survécu et se rend au sanctuaire où il est confronté au divin Cyclope pour sauver Saori qui a été, je vous laisse deviner, kidnappé. Encore. Donc, après Aiolia pour épisode G et Shura pour Assassin, le héros de Requiem est cette fois Seiya, la boucle est bouclée. Okada justifie sa mise en avant du fait que l'épée d'Hadès qui lui a transpercé le cœur l'a laissé à mi-chemin entre la vie et la mort, lui permettant d'échapper au destin réservé au reste des saints. Malgré ces postulats de départ vus et revus, on peut parier que la suite ne se déroulera pas comme une énième traversée des 12 maisons. Actuellement, seule une dizaine de chapitres ont été publiés, donc on ignore encore comment cette nouvelle partie va s'emboîter avec les deux précédentes. Mais Pontos est d'ores et déjà revenu au devant de la scène, ce qui laisse espérer quelques réponses aux questions non résolues, même s'il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. Les produits dérivés. En fait, les seuls produits dérivés qu'il existe sur cette œuvre sont les bonus fournis avec la prépublication dans le Champion Raid ou avec les éditions collector des volumes reliés. Car en effet, chaque nouveau tome de la première saga était édité en 2 éditions, avec 2 couvertures distinctes, et l'édition collector contenait en plus un bonus différent à chaque numéro. Parmi tous ces bonus, on peut citer un jeu de tarot complet à l'effigie des personnages, une collection de cartes avec le classeur dédié, des badges, des jetons pour caddie de supermarché, un étui à carte de visite, un agenda, un buste d'Aiolia, et même un t-shirt. Il y aura même 2 CD de drama, adaptant pour l'un la rencontre d'Aiolia et Lythos, et pour l'autre le début du combat entre Camus et le titan Océan. Le tout avec des musiques d'ascenseur pour un résultat très vite oubliable. En revanche, aucun bonus pour Saint Seiya épisode G Assassin et Requiem, puisque ceux-ci sont prépubliés en ligne et qu'il n'y a pas d'édition collector. À part quelques t-shirts, je crois. De même, il n'y aura jamais d'adaptation animée de Saint Seiya épisode G, ni même l'évocation du moindre projet, et je doute que ça arrive un jour. Idem, aucune figurine ne sera jamais éditée, à part le buste d'Aiolia offert en bonus d'un volume collector. En dehors de ça, Okada participera à quelques projets en commun avec les autres auteurs des spin-offs de Saint Seiya, notamment le roman Golden Age, mais c'est tout. Mon avis. Que dire de cette œuvre ? Déjà, on ne peut pas juger les 3 segments de la même manière tant ils sont différents. Saint Seiya épisode G est assez classique dans son déroulement. Certes, l'histoire est pleine de sous-intrigues qui ne servent pas à grand chose et la fin est abrupte, mais l'histoire globale se tient, un combat entre Syndor et Titan, avec Pontos en grand manipulateur de l'ombre. Si on parvient à passer outre les pages confuses, les dialogues lourdingues, l'omniprésence d'Aiolia et l'absence de réponse à de nombreuses questions, ce qui fait beaucoup je vous l'accorde, c'est un bon manga.
Saint Seiya épisode G Assassin, en revanche, est tout sauf linéaire. On croit d'abord suivre un face-à-face entre Shura et Aeolia, puis on découvre la guerre des épées sacrées, puis on apprend qu'il y a un monde parallèle, puis les anciens héros débarquent, puis Aeolia est en fait Zeus. Bref, on a l'impression que l'histoire change tout le temps. En fait, il ne faut pas prendre cette partie comme un récit, mais plus comme une succession de situations badass, d'interventions badass et de combats badass, tous plus inattendus les uns que les autres. Car ce sont bien deux qualités qu'il faut reconnaître à Okada. Il sait comment être classe et surprenant. Quant à Saint Seiya épisode G Requiem, cette ambiance de fin du monde est assez innovante dans l'univers de Saint Seiya, et le fait de revenir au fondamental qu'est Seiya fait plaisir. Mais tout dépendra si Requiem parvient à une conclusion satisfaisante, pour elle-même et pour les deux parties précédentes, car sinon l'ensemble n'aura eu l'air que d'un énorme délire très beau, mais un peu vain. Eh bien, un grand merci pour Vincent sans pseudo pour cette excellente chronique sur épisode G. J'espère que ça vous aura plu. Et s'il y a une demande, n'hésitez pas. On pourra peut-être combler d'autres trous de la chaîne grâce à d'autres personnes spécialisées qui s'y connaissent bien plus que moi qui plus est. Vidéo spéciale oblige, je me suis permis de mettre des musiques appartenant à l'album Rag & Blue. Rag & Blue, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien déjà, ce sont des musiques composées par Seiji Yokoyama. Il existe 3 albums, tous disponibles sur iTunes de manière totalement légale. Si vous êtes à la recherche de nouvelles compositions de Seiji Yokoyama très ancrées Saint Seiya, je vous recommande vivement ces 3 albums. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!